Quand j'étais petit, j'adorais les cartes. Ces cartes, vous savez, on les regarde, et puis on retient comme ça des noms un peu exotiques parfois, des noms de fleuves, des noms de villes, des noms de montagnes. On regarde les frontières, on regarde un peu les formes. Voilà, on est un coup sur le fleuve Amour, on est un coup sur Tegucigalpa, on est un peu partout. Et en fait, les cartes, c'est quelque chose d'assez passionnant quand on y pense. Parce que du coup, ça nous met dans un monde. Et parfois, quand j'étais petit, comme ça, je m'amusais à faire des quiz avec les copains. Je m'amusais avec mon pote Vincent et on essayait de voir quelle était la ville qui correspondait à quel pays, etc. Et puis aussi, j'adorais dessiner. J'adorais dessiner des cartes. Et on voit bien qu'il y a certains espaces où on est avec le crayon et on est là avec tout simplement voilà, le trac, la main qui tremble, un peu comme une présentation. On a cette main qui tremble, etc. Et c'est souvent là que c'est intéressant parce que c'est dans ces espaces frontières que finalement on se trouve face à des zones de tension, des choses à expliquer. Et puis un jour, comme ça, sur une carte de la francophonie, j'ai mis le doigt sur ce pays. Et ce pays, je vous propose tout simplement de vous y amener ce soir, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et si je devais comme ça vous aider à le deviner, je vous dirais que ça a l'air simple. Le nom de famille du Premier ministre de ce pays, c'est Philippe. Actuellement, il est chef du gouvernement. Sauf que c'est peut-être pas celui auquel vous pensez, c'est Pavel. Pavel Philippe, ça s'écrit pas pareil que l'autre, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même amusant d'avoir deux premiers ministres qui portent le même nom au même endroit. Alors, ce pays, pour vous donner quand même quelques exemples, ou quelques indices, c'est à la fois un pays qui représente 1/2 de la richesse européenne, waouh, tout cumulé. C'est un pays qui représente 1/500 du territoire de la Russie, mais qui a terminé 3e à l'Eurovision en 2017. Il faut quand même s'y intéresser un petit peu. Alors, je vais vous dire aussi ce que ce n'est pas, ce pays. Ce pays, ce n'est pas la Moldavie. Peut-être que certains d'entre vous sont des fans ultimes de Tintin. Peut-être que vous connaissez la différence entre les Moldaves et la Bordurie. Mais tout ça, non, c'est pas ça. Mais on s'y rapproche. Ce pays, c'est pas non plus la Moldavie. Alors, la Moldavie, ça dira très peu de choses à très peu de monde, je vous rassure. C'est un pays qu'on trouve de manière imaginaire dans la prose de Boris Vian. Et puis, on le trouve aussi dans un certain nombre de canulars, que ce soit de journalistes ou de canulars de mathématiciens. Bref, ce n'est pas ça. C'est pas non plus la Gagaouzie. Alors la Gagaouzie n'a elle-même rien à voir avec une certaine chanteuse pop. Lady Gaga n'a rien à voir avec la Gagaouzie, je tiens à vous le dire. Mais cette Gagaouzie, en fait, existe. C'est une petite partie du pays qui nous intéresse. Donc on se rapproche quand même. Et puis notre pays, ce n'est pas non plus la Bessarabie, mais là aussi, on s'en rapproche. Alors je crois que je vous ai suffisamment fait lambiner comme ça. Voilà. Ce pays dont je veux vous parler, c'est la Moldavie. Alors pourquoi la Moldavie ? C'est vrai que quand on y regarde de plus près, c'est à peu près la taille de la Belgique, en superficie. C'est également une population qui est légèrement supérieure à la Bretagne, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3,5 millions d'habitants. Et c'est un pays qu'on dit parfois périphérique, artificiel, on ne sait pas très bien le mettre sur une carte. Je vais essayer de vous montrer en fait qu'on peut même le mettre au centre d'une carte. Ça va vite. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, et puis pour vous dire que un jour, je me suis rendu en Moldavie. Je me suis rendu parce que j'avais un stage à 3e année à Sciences Po à faire. Je me suis dit, tiens, partons sur un pays comme ça un peu inattendu. Alors je m'étais dit qu'il fallait quand même un pays dont je pourrais un peu m'inspirer, c'est-à-dire un pays peut-être pas trop connu, mais je me suis dit, bon, après tout, c'est un pays que j'avais vu sur ma carte de la francophonie dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc je m'étais dit, tiens, on va essayer d'y aller. Et quand je suis allé sur place, j'ai compris une chose. C'est la règle de 3, mais une règle de 3 à la Moldave. La règle de 3 à la Moldave, ça veut dire, on m'a dit, écoute, si tu restes 3 jours dans ce pays, tu vas avoir l'impression de tout comprendre. Tu vois, il y a les russophones, il y a les roumanophones, etc. Et puis on m'a dit, et si tu restes 3 semaines dans ce pays, tu auras l'impression de ne plus rien comprendre. On dit, oula, tu vois, c'est plus compliqué ce qu'on dit, etc. Ah. Et moi, j'y suis resté 3 mois. 3 mois, donc j'ai essayé de m'en tirer mes propres leçons, mais effectivement, ça a été une période extrêmement riche. Et donc, du coup, j'étais ravi de voir ce pays à travers ce petit théâtre, en fait, Ginta Latina, qui était le siège de l'Alliance française. Alors ce pays, il a aussi cette particularité, c'est que je vous dis que je vous ai fait voyager. Et je peux vous prouver qu'on peut voyager sans quitter son appartement. Parce que quand on y pense, quelqu'un qui aurait vécu tout le XXe siècle à Chisinau, il aurait eu 4 pays différents. Oui, c'est surprenant pour nous, mais il aurait eu 4 pays différents.
Il aurait d'abord été né, cette personne aurait été née sous l'Empire russe, l'Empire tsariste, celui des Romanov. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, cette personne aurait grandi dans le royaume de Roumanie, dans une autre époque, autre période. Et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la même personne, toujours dans le même appartement, finalement serait restée là aussi un temps citoyen soviétique. Et en 91, puis au crépuscule de sa vie, cette personne aura été tout simplement un citoyen moldave. Donc on voit que sans changer de pays, on peut changer 4 fois, en réalité, sans changer d'appartement, on peut changer 4 fois de pays. Et même si on regarde, une famille juive, par exemple, dont le sort aurait été lié à Chisinau tout au long du XXe siècle, son nom dans le registre officiel aurait pu s'écrire en caractère hébraïque, juif, aurait pu s'écrire en caractère latin, en caractère cyrillique, selon les époques et les contextes sociaux. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. Et puis, cette Moldavie, rien n'est simple, parce qu'à la fois, c'est un assez petit pays, si je compare par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mais même dans un petit pays comme ça, il y a une partie séparatiste d'1,5 million d'habitants qui s'appelle la Transnistrie. Et cette Transnistrie, à première vue, on se dit, tiens, c'est après tout, il y a la Moldavie d'un côté, il y a la Transnistrie, et donc ce sont deux choses très différentes. Mais il faut voir. Parce que derrière cette espèce d'affrontement, effectivement, dont on parle, ce conflit séparatiste, on se rend compte qu'en fait, les populations majoritaires, les populations des deux côtés, sont des populations roumanophones, sont des populations russophones, sont des Ukrainiens, et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc on a à peu près les deux mêmes types de populations des deux côtés. Et si on regarde de manière plus précise encore, on peut s'apercevoir que, en Transnistrie et en Moldavie, à côté du Dniestre, Transnistrie, c'est au-delà du Dniestre. Donc le Dniestre, c'est ce fleuve qui est au milieu. On se rend compte que, au-delà de ce fleuve, on a du commerce qui se fait par valise. On appelle ça du commerce de valise, d'ailleurs. Parfois de la contrebande, il faut bien reconnaître. Et donc, tout simplement, il y a cette dimension-là, c'est que les traits sont assez fluides. Et puis, parfois, le football réussit là où les politiques ne réussissent pas. Ce que je veux dire par là, très simplement, c'est que si on regarde le championnat moldave de football, vous avez un club, le Sheriff Tiraspol. Tiraspol, c'est la capitale de la Transnistrie. Vous allez voir que le Sheriff Tiraspol, en fait, a remporté un certain nombre de conflits, je ne sais pas, mais en tout cas un certain nombre de matchs qui peuvent être conflictuels éventuellement. Donc en tout cas, ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'on voit bien que même quand il y a des oppositions, parfois, elles ne sont pas aussi tranchées qu'on pourrait le croire dans un premier temps. Et puis, j'ai envie de vous parler de Rome. Ce que vous voyez derrière vous, ça va probablement vous rappeler vos cours d'histoire. Quand vous vous occupiez de l'Antiquité, il y a un moment où vous avez tous appris ce qu'était que la Louve capitoline. La Louve capitoline, la Louve pas du Capitole, mais du Capitole. Cette Louve du Capitole, c'est celle qui a élevé Romulus et Rémus. Et on sait que ensuite, l'un des deux frères a fondé en 753 avant Jésus-Christ la ville de Rome. Cette ville de Rome qui a inspiré ensuite, pendant 28 siècles, depuis 28 siècles, à la fois des hommes politiques, des poètes, et j'ai presque envie de dire aussi des cartographes. Cette Louve du Capitole, c'était un cadeau qu'on a fait 2 fois à la Moldavie. Là, c'est devant le musée d'histoire et d'archéologie de la Moldavie. On lui a fait une première fois en 1921, quand la Roumanie en fait intègre cet espace. Et dans ce cas, c'était l'Italie qui a fait ce cadeau pour dire vous faites partie de l'espace latin. Et en 91, même chose. Cette fois-ci, ce sont les Roumains qui ont offert à la Moldavie cette statue, la même, la Louve du Capitole. Et si vous regardez bien sur la carte, quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez vu cette première Rome qui a chuté au 5e siècle après Jésus-Christ. Quand cette Rome a chuté, il y avait ce qu'on appelait l'Empire romain d'Orient, qui était constitué autour de Constantinople. Constantinople, son ancien nom était Byzance, et puis ensuite c'est devenu Istanbul. Mais Constantinople, la ville de l'empereur Constantin, c'était la 2e Rome. C'est la Rome qui dépendait finalement de l'Empire byzantin. Quand l'Empire byzantin s'est lui-même effondré, que s'est-il passé ? Tout simplement, il y a eu une 3e Rome. Cette 3e Rome, c'est Moscou. Pourquoi Moscou ? Tout simplement parce que Moscou, c'était un pays qui était le dernier pays orthodoxe, qui était chrétien, donc qui avait des velléités dans la région. Et donc, l'une des manières, finalement, d'investir cet espace, comment on dit, de le conquérir, c'était de s'affirmer comme cette 3e Rome. Et donc, si vous regardez bien cette carte, ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous avez un triangle, et la Moldavie, c'est au milieu de ce triangle. Et la Moldavie a pris un peu de chaque. C'est ça qui est intéressant. Quand je dis que la Moldavie a un peu de chaque, si vous pensez à la première Rome, parce que la Moldavie a pris la première Rome, c'est sa langue, évidemment. 70% des termes roumains sont d'origine latine.
c'est à la fois la louve du Capitole, en termes de symbole, c'est un certain nombre de structures mentales. Ce que la Moldavie a pris à la deuxième Rome, c'est une religion, la religion orthodoxe. Même si, quand on regarde de plus près, cette religion orthodoxe, eh bien, tout simplement, elle est divisée dans des institutions entre ceux qui sont favorables à la Russie et ceux qui sont favorables à la Roumanie. Donc on voit que là aussi, il y a toujours cette espèce d'enjeu d'espace frontalier. Et donc, derrière ça, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que la Moldavie est un peu au centre de quelque chose, même si ça vous paraît totalement exotique, tout simplement parce qu'on a tendance à penser la Moldavie comme une périphérie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, elle est un résumé vivant de cette Europe. Je voulais là-dessus conclure peut-être avec quelques idées simples. C'est comme vous le voyez, alors là je ne suis pas sur du rhum, je suis plutôt sur du cognac, mais vous avez certainement reconnu cette belle Kalachnikov qui était photographiée sur place, et on peut se dire après tout que ce genre d'espace, c'est un espace où on a du conflit, on a ce conflit dont on parlait un peu entre des gens qui sont plutôt favorables à la Roumanie, des gens qui sont plutôt favorables à la Russie, avec tout un tas de conséquences finalement sur la vie quotidienne. Mais ce que j'ai envie peut-être de vous montrer, c'est aussi que ces espaces, ce sont des espaces frontières. Un espace frontière, c'est un espace qui peut parler entre plusieurs espaces. C'est par exemple dans l'opposition millénaire entre les Français et les Allemands, eh bien, il y a ce Luxembourg qui permet de parler aux uns aux autres et de traduire quelque chose. Peut-être que la Moldavie, à l'avenir, aura cette manière, elle, de faire aller ensemble les enjeux européens et la Russie. Et puis, ce qui est intéressant avec la Moldavie, c'est qu'il faut la penser de la manière suivante. Il faut penser à Marc Bloch. Marc Bloch, c'est cet historien français de l'École des Annales, un grand tenant, grand historien du XXe siècle, qui nous disait il y a deux catégories de personnes qui ne pourront jamais comprendre l'histoire de France. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui disent, qui ne se sentent pas liés, tout simplement, qui n'ont pas d'émotion au sacre de roi de France à Reims. Et puis, il nous dit aussi, celui qui ne comprend pas ce qu'est l'émotion de la fête de la Fédération à la Révolution française, celui qui ne comprend pas les soldats de l'an 2, celui-là non plus ne comprend pas l'histoire de France. Eh bien, j'ai envie de dire que la Moldavie, c'est un peu une manière de penser l'Europe en essayant de regarder d'un côté et de l'autre. Et peut-être que le meilleur héritage qu'elle peut nous donner, en tout cas moi c'est ce que ça m'a donné, c'est de travailler un esprit critique. Parce que quand vous avez besoin d'un esprit critique, il faut absolument regarder plusieurs versions à la fois. Et je vous conseille de regarder à deux fois ce qu'est la Moldavie. Je vous remercie.